accueillons maintenant sur cette troisième moment de l'après-midi M. Richard Jonvel et M. Philippe Racinet. M. Philippe Racinet, qui est professeur d'histoire et d'archéologie médiévale à l'université Picardie-Jules Verne, directeur du laboratoire... Non, pardon. Du directeur des laboratoires. Toujours président de la revue archéologique de Picardie, revue archéologique de Picardie qui sera présente lors du salon ce samedi, donc au Coliseum. Voilà. D'accord. Bah écoutez, merci d'être venus aussi nombreux pour l'histoire médiévale et l'archéologie médiévale. Donc, écoutez, cette conférence très rapide, c'est à la fois pour vous annoncer la fin des fouilles de Boves, hein, puisque ces fouilles de Boves ont duré sur cette partie-là de 1996 à 2016. Hein, et c'est aussi pour vous annoncer, à travers mon héritier Richard Jonvel, le début des fouilles de Boves, puisque nous avons commencé la fouille de la basse-cour, et ça nous prendra entre 10 et 15 ans. Donc ça sera une fouille d'assez longue haleine. Alors le promontoire de Boves, vous voyez, c'est un promontoire naturel, je passe sur les détails. Ce promontoire naturel formé donc par deux vallées est barré par un fossé ici, donc c'est un éperon barré. Et vous avez un premier espace et un deuxième espace. Premier espace qui correspond à une première basse-cour. Là, deuxième espace qui correspond à une deuxième basse-cour. Dans ce premier espace, il est dominé par cette butte entièrement anthropique, hein, qui fait un diamètre à la base de 70 mètres, diamètre au sommet de 50 mètres, hauteur 15 mètres, hein, donc qui est l'emplacement principal du château, avec ce qu'on pourrait appeler la basse-cour proprement dite du château, ici, c'est celle qui va être fouillée, enfin qui est en train d'être fouillée par Richard. Et dans cet premier espace, on a deux enclos religieux, un enclos qui correspond à un petit prieuré de l'ordre de Cluny, Saint-Osbert, et ici une église paroissiale, mais qui était un prieuré cure de l'abbaye Saint-Fucien. Donc deux espaces religieux. Et là, très certainement, on ne l'a pas encore fouillé, ça sera en 2030, je pense qu'on commencera à le fouiller. C'est probablement ici des éléments liés à une ferme, disons à un établissement rural, pas un village quand même, parce que le village de Boves se situait comme il se trouve aujourd'hui en fond de vallée. Donc là, on a certainement une ferme, une grosse ferme, peut-être quelques habitations entre le XIIe et le XIVe siècle. Donc on peut passer à la suivante pour vous montrer, grâce à cette photo, cette vue aérienne du regretté Roger Agache, donc les différents espaces de Boves. Donc vous avez le grand fossé qui barre, la motte ici, la basse-cour castrale, les deux enclos religieux, et ici le début de la seconde basse-cour. Et ici, une autre petite motte, on suppose, on a toutes les raisons de supposer, mais on ne l'a pas encore fouillé, que c'est une motte de siège, parce que le château de Boves a été assiégé, ni plus ni moins par Philippe Auguste, hein, ça a donné lieu à un traité, le traité de Boves de 1185, et c'est assez bien renseigné par les textes, et je pense que cette butte-là est une motte de siège, c'est-à-dire pour installer les engins pour casser la muraille. Alors, les atouts archéologiques du site sont nombreux. On peut passer à la suivante. Une bonne conservation des structures légères. Donc, vous voyez ici une cave, pour faire simple, et on voit toutes les traces des poteaux. Ici, hein, c'est les revêtements en bois des murs, donc cette cave-là. Et avant, ça c'est la deuxième aspect, c'est la présence de vestiges furtifs, comme les cuvelages. Vous voyez, c'est la même photo, mais avant fouille. Et toute cette partie-là, c'est le reste de bois, hein, le reste du bois qui correspond à ce que je vous ai montré au niveau des traces, ce qu'on appelle les négatifs. On a également, autre avantage du site, hein, de la plateforme, hein, donc du château, ce qui a été fouillé donc entre 1996 et 2016, la suivante. On a donc une stratigraphie de type urbain, on a jusqu'à 2 mètres à 3 mètres de stratigraphie sur une motte castrale, ce qui est extrêmement rare, hein, et donc vous avez là la succession des différentes occupations entre
le début, on va dire même la fin du 9e siècle et le début du 17e siècle. Enfin, dernier avantage, c'est l'abondance et la diversité du mobilier. Hein, donc là, des pions d'échecs, ici un pion d'échecs également en cristal de roche, ou encore, vous avez un tout petit morceau de vitrail, hein, avec la tête, très certainement, la tête du Christ. Alors, cette phase principale ont été calées chronologiquement, hein, par une série de datations au carbone 14 entre le début du Xe siècle et le XVIIIe siècle. Donc, cette phase principale qu'on va revoir un petit peu rapidement. Mais vous voyez l'importance du site de Boves. Alors j'ai pris la photo à l'envers. Robert Fossier, que vous devez connaître, l'historien médiéviste de la Picardie, disait, pour montrer l'importance de Boves, il disait de Boves on voit Amiens. C'est-à-dire de Boves on peut contrôler Amiens. Et bien moi j'ai fait la photo inverse, d'Amiens on voit Boves, hein, puisque c'est du haut de la cathédrale, et vous voyez Boves qui est ici. Donc à l'origine suivante, on pourrait être en présence d'un éperon barré gaulois, réutilisé au début de l'époque carolingienne, puis remanié complètement par la construction de la butte au début du Xe. Donc il est possible qu'à l'origine on soit sur un site d'éperon barré gaulois. Si vous voulez avoir des preuves, on pourra prolonger la CA jusque vers 18h, 19h. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la motte, elle est construite véritablement vers la fin du 9e siècle, et surtout, suivante, c'est une vraie construction. Une vraie construction, avec, si vous voulez, un peu comme un Paris-Brest, hein, une couronne périphérique ici qui est montée avec alternance gros bloc, petit bloc, gros bloc, petit bloc. Si vous avez connaissance de la formation des cuestas, c'est alternance couche dure, couche tendre. Hein, donc c'est quelque chose d'extrêmement résistant ici. Donc on construit cette couronne périphérique et au fur et à mesure, on va, si vous voulez, remplir à l'intérieur, hein, et on va damer les couches ici qu'on va donc déposer. Donc c'est un peu construit comme un Paris-Brest, mais c'est véritablement construit. Hein, donc on a un damage à intervalles réguliers. On va regarder ce damage. Vous voyez, ça c'est un aspect, une de ces couches parfaitement damées. Hein, c'est du béton. Hein, et on a, à part, vous voyez, quelques petites traces de pieux, on n'a aucune trace d'occupation. Hein, c'est vraiment de la construction. Et ça a un avantage, hein, c'est que ça draine l'eau à l'intérieur de la motte. Et parce qu'il pleut un peu en Picardie, assez peu. Hein. Non, c'est vrai qu'entre le 18 et le 19 juillet, il n'y a jamais de pluie, mais à part ça, donc ça entraîne, si vous voulez, l'eau à l'intérieur, mais pas sur les bords. Ce qui explique qu'on a bien une stratigraphie de 3 mètres. Vous voyez, il n'y a pas eu d'érosion des bords. Hein, c'est lié à la façon de construire. On a également une forte pente des radiers de construction. Vous voyez ici, hein, là encore, on est, ça c'est un donjon 12e, mais juste là, on est sur la construction de la motte. Et vous voyez la pente qui est systématiquement vers l'intérieur, hein, comme un empilement d'assiettes creuses, si vous voulez. Et puis on a également une couronne périphérique. Alors là, il faut être un petit peu, oui, c'est pas... L'archéologie médiévale, c'est pas l'archéologie égyptienne, hein, c'est pas glamour, si vous voulez. Mais on est sur le rebord de motte, là c'est le rebord de motte, et vous voyez que là c'est le début de mes radiers vers l'intérieur, et ici c'est ma couronne périphérique. Alors bon, c'est pas une pyramide, hein, non plus, mais c'est presque plus intéressant. Alors, donc, la motte est construite, hein, et la complexité de la construction implique un investissement en compétences et en temps important. Parce que la motte est extrêmement grande, elle contient un volume, si vous voulez, de matériaux d'environ 45 000 mètres cubes, hein, de pierre, de terre, etc. Alors donc on construit la motte et on va s'installer. Hein. Y a eu une installation primitive, avortée. Une installation primitive avortée qui est indiquée par cette couche noire organique, donc une couche d'occupation,
qui sont placés sous les remblais de nivellement. Donc il y a les remblais de nivellement, et en dessous il y a cette couche noire. Vous voyez, on avait cru avoir fini en 2013, je me suis dit tiens, on a un petit peu de temps, on va creuser les remblais de nivellement, et pouf, on tombe dans ce secteur, dans le sud-ouest, hein, parce que c'est pas partout, on tombe sur cette couche et on est reparti donc sur 3 ans de fouilles. C'est un peu fatigant, hein, si vous voulez. Et donc on note, alors on pouvait se dire ce sont les ouvriers, etc., mais le problème c'est qu'on note des aménagements. Alors je vous passe les détails, il y a des trous de poteaux, des machins, des trucs, et il y a cette cheminée construite. Hein. Donc ça ne peut pas être un petit campement d'ouvriers travaillant pour la motte. Donc on a bien une occupation primitive, et je pense qu'elle a été abandonnée très rapidement. D'abord, elle ne couvre pas la totalité de la plateforme, elle a été abandonnée rapidement, en quelques années, parce qu'il y a eu un tassement. La motte était trop fraîche, hein, il y a eu un tassement différentiel. Ça explique l'abandon de cette installation primitive pour vice de construction, on va dire. Hein. Donc ça va provoquer une interruption dans l'occupation et on va restructurer la plateforme, on va refaire ces remblais de nivellement et on va enfin s'installer. Donc on est là sur quelques années, hein, quelques dizaines d'années, hein, entre la fin 9e et le début 10e. Et enfin donc commence au 10e et 11e siècle, on a donc la première installation, hein, c'est une résidence aristocratique de haut niveau, qui est implanté donc sur la motte. Et cette période, donc 10e, 11e siècle, se subdivise en 3 phases, hein, ce qu'on a appelé nous les phases 2A, 2B hein, pour le 10e siècle, donc première moitié 10e, deuxième moitié 10e, et phase 3 pour en gros début 11e jusqu'au milieu du 12e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est la transition entre la phase 2A et 2B, c'est-à-dire au milieu du 10e, la transition, ça va être la mise en place d'une fortification de rebord de motte, alors qu'avant, il n'y en a pas. Et la transition entre la phase 2B et la phase 3, c'est-à-dire vers le début du 11e siècle, ça va être l'apparition massive de la pierre dans les constructions. Donc je reviens pour le 10e siècle. Suivante, on a donc nos 2 phases, hein, avec, vous voyez, un grand bâtiment sur poteau au nord-ouest, hein, avec 2 séquences distinctes. Voilà la séquence 2A et voilà la séquence 2B, hein, mais presque au même endroit, selon les mêmes orientations. Et on a également un autre bâtiment de l'autre côté qui s'organise autour, si vous voulez, en fonction d'une zone de circulation qui reste pérenne hein, durant tout le Xe siècle. Et on a également des occupations, mais qu'on a encore mal identifiées, parce qu'on a terminé par cette zone-là, donc c'est pas encore bien clair dans notre esprit. Dans la zone sud-ouest, ici, eh bien, on a des petits bâtiments en phase 2A et en phase 2B, un grand bâtiment. Là, toujours un blanc, hein, c'est parce qu'il y a la tour, 14e siècle, qui est encore en élévation. Enfin, il y a 2 moignons de murs, et malheureusement, en 16 ans, on n'a pas réussi à la faire tomber. Et donc, on ne peut pas la fouiller, puis on ne peut pas approcher trop les fouilleurs, hein, parce que ça risque toujours de s'effondrer. Au XIe siècle, donc phase 3, on a des bâtiments en pierre qui vont s'installer, vous voyez ici, qui vont donc remplacer les bâtiments de bois qui étaient à ce niveau-là. On a toujours des bâtiments en bois de ce côté-là, et surtout au XIe siècle, la mise en place d'une tour, hein, et très certainement associer une aula, c'est-à-dire une salle de réception beaucoup plus basse, hein, une seule rez-de-chaussée. Alors là aussi, pour pas vous décourager complètement de l'archéologie médiévale, je ne vous ai pas montré de photos de ma tour, parce que ce sont que des murs fantômes, c'est-à-dire on n'a que les tranchées. Hein, donc je vous dis encore, rien à voir avec un temple grec. Ces diverses constructions attestent 3 activités principales: résidentielle, domestique et artisanale. C'est-à-dire qu'on fait tout sur la plateforme. Ça ressemble plus à le village d'Astérix, si vous voulez, hein, ou véritablement à un château fort avec le seigneur et les esclaves. Enfin, les esclaves ou les serfs, si vous voulez. Hein. Donc quelque chose qui mêle tout. Hein. On a là, par exemple, là, ici, c'est
un atelier textile. Là, il y a un four de petite métallurgie. Là, il y a un autre four de métallurgie. Donc, vous voyez, à la fois des activités artisanales, des activités résidentielles, quand même, la Ola, le Lola, la touriste, enfin, la tour, la salle de réception, et puis des activités domestiques, puisque la BOF, c'est une montagne d'os, puisqu'on en est à 10 tonnes d'ossements animaux. Et donc, pour ces périodes, on doit noter 3 apports fondamentaux de la fouille. D'abord, la précocité de ce château, donc installation d'une résidence fortifiée sur une butte. Je ne dis pas mode parce que ça pourrait choquer quelques médiévistes mal renseignés, puisqu'on dit en général que la mode dite féodale n'apparaît qu'à la fin du Xe. Non, non, mais si ça vous dérange, c'est une résidence de très haut niveau, installée sur une butte anthropique. Non mais, quand on ne fait pas d'archéologie, on fait beaucoup de sémiologie. Et cette précocité, je peux, si vous voulez, vous fournir mes 2 bras, j'en suis sûr. D'abord, c'est incontestable, on est bien, le début de l'occupation, c'est bien fin 9e, début 10e, je peux chipoter sur quelques années. Alors, d'abord, c'est renseigné par le mobilier, suivant. Voilà, par exemple, ça a été retrouvé dans le cuvelage de la cave que je vous ai montré au début. Et c'est un gobelet en verre, daté de la fin 9e, 10e siècle. C'est pas par moi, c'est pas par nous, c'est pas par notre équipe. On a le même exemplaire aux fouilles de Saint-Denis et le même exemplaire dans un pays scandinave, en Suède. Et donc, tous ces exemplaires sont tout à fait parfaitement datés. Donc, on a bien ce mobilier, on a les datations scientifiques, on a une vingtaine de carbone 14 concordants. Donc, ce n'est pas un carbone 14, c'est 20 carbone 14. Et on a la logique des relations stratigraphiques, puisqu'on a une stratigraphie abondante. Donc, premier apport. Deuxième apport, c'est l'identification du type d'occupation. Une occupation de très haut niveau. La présence d'objets en or, mais aussi la présence d'un travail de l'or, puisqu'on a des creusets avec des traces d'or, un nombre élevé de monnaies pour l'époque médiévale, la diversité du mobilier domestique et la consommation d'animaux particuliers, puisqu'on consomme de l'esturgeon, ça c'est bon, et on consomme du paon, ça c'est peut-être un petit peu plus dur. Et enfin, dernière chose en ce qui concerne l'identification du type d'occupation, c'est la très forte densité d'occupation. Je vous ai montré là uniquement pour la zone nord, uniquement les structures en creux pour les phases anciennes. Enfin, troisième apport, une évolution marquée à la fois par un continuum chronologique et par un espace modulable. C'est-à-dire que dans les périodes anciennes, il n'y a pas de restructuration d'envergure. On ne change pas. Les bâtiments restent selon les mêmes orientations. Je vous prends un exemple. Ici, encore une fois, à chaque fois que je montre des photos, j'ai honte, parce que je ne fouille pas comme à la télé. Là, il faut imaginer la courtine, là, le mur d'enceinte, 14e siècle. Sous le mur d'enceinte, parce qu'on l'enlève. Notre boulot, si vous voulez, c'est pas de préserver et d'obliger que vous payiez encore plus d'impôts pour conserver tout ce qu'on trouve. Nous, on démonte tout. On démonte tout. Donc, on a démonté la courtine du XIVe siècle et on tombe là-dessus. Donc, on fouille et on trouve, vous voyez, un petit atelier de métallurgie avec un petit élément pour faire donc de la petite métallurgie, soit de l'argent, soit de l'or. Et on continue à fouiller et on tombe sur une cave. Donc vous voyez, les structures sont réutilisées. Donc la cave est phase 2A, ensuite le four est phase 2B, etc. Donc on réutilise les structures. Il y a bien un point noir, c'est la relation avec l'histoire. Pour ces périodes anciennes, il est difficile de relier le site avec des faits historiques, parce que la première mention écrite de Bosse, c'est de 1042. Alors, entre 900 et 1042, vous voyez, un siècle et demi où on n'a aucune information.
Et on ne parle jamais de Boves, ni du château, ni des personnes, des seigneurs, ni même de la ville. Enfin, les chroniqueurs n'en parlent pas. Alors, on peut évoquer les raids vikings pour l'installation de la motte, puisque Amiens est vraiment très très en danger entre 859 et 925. Et on peut évoquer les luttes intestines entre 945 et 965 pour expliquer le renforcement des défenses entre 2A et 2B, comte de Vermandois, duc de Normandie, etc. Quant aux possesseurs possibles, l'évêque au début du XIe, le comte de Vermandois vers le milieu du Xe, le comte d'Amiens à partir du début du XIe siècle, c'est lui qui pourrait avoir confié la forteresse à l'un de ses chevaliers, d'où le réaménagement monumental de la phase 3, parce qu'il se passe quelque chose en phase 3 avec la construction de cette tour. Donc voilà un petit peu pour ces phases anciennes, mais encore une fois, j'avance assez vite. Au milieu du XIIe siècle, on a un château, un fort en pierre qui est édifié. Donc vous avez un donjon qui est édifié, un gros et beau donjon, avec donc des tours, très certainement ici des tours de flanquement, et puis des courtines reliant les tours de flanquement. Peut-être, parce que le problème c'est qu'après ce château du XIIe, il y a eu un château au XIVe. Donc toute la courtine du XIVe, elle a pratiquement tout fait disparaître. Vous voyez, ce qui reste de la courtine XIIe, c'est ça, et c'est ces petits machins-là. Donc il nous faut peu pour qu'on soit content, si vous voulez, quand même. Et là, vous avez une aula qui est au centre de la motte. Donc la salle de réception est au centre de la motte. Si vous voulez avoir une image, pour ceux qui connaissent, c'est le château de Lucheux, avec un énorme donjon, et puis cette salle de réception de rez-de-chaussée. Et vous voyez que là, les grandes orientations des phases anciennes, ce ne sont plus les mêmes. Puisqu'on avait des orientations nord-sud, le nord est par là, et là, on a plutôt cette orientation est-ouest. Alors, donc cet ensemble est marqué donc, par ce donjon qui domine, donc il doit faire environ 25 mètres, et puis en plus il est au-dessus du grand fossé, donc il faut imaginer 25 mètres de haut jusqu'à la plateforme, puis la hauteur de la motte environ 15 mètres, puis encore le fossé de 5 mètres, donc ça devait avoir une certaine allure. Et donc on a bien une volonté de puissance suivante. Vous voyez, une volonté de puissance qui se marque par le procédé de construction, la taille de l'édifice, sa position en rebord, notamment, vous voyez, on a construit ce donjon, on a construit des fondations, et entre les fondations et les élévations, on a mis ces grandes dalles de grès, qui sont là, alors très certainement techniquement, pour stabiliser. Il ne faut pas oublier que c'est un gruyère en dessous. Il y a plein de structures, des caves, des phases anciennes. Les constructeurs le savaient. Et pour stabiliser leur monument, eh bien, ils ont mis ces dalles qui peut-être proviennent de sites romains, des environs, mais il fallait encore pouvoir le monter, ça. Parce que nous, à 30 fouilleurs, on a essayé de déplacer ça. On n'a pas réussi, Alors, je ne sais pas comment ils ont monté, en tout cas ils étaient mieux organisés que nous, mais ça montre, si vous voulez, le fait qu'il y ait ça montre vraiment l'organisation de cette seigneurie qui est capable de mobiliser suffisamment d'hommes et suffisamment de moyens et qui a des infrastructures pour pouvoir amener ces blocs de grès jusque sur la motte. Donc on peut voir, voilà, donc une image en reconstitution avec des comparaisons. Voilà à quoi ça peut éventuellement ressembler, mais bon, c'est encore une fois qu'une possibilité. En tout cas, les caractères archéologiques de cette phase, donc 12e en gros qui va jusqu'à la fin 14e, ça tranche avec la situation précédente, emploi majoritaire de la pierre. On a un nettoyage fonctionnel par l'élimination des activités artisanales, on n'y a plus d'artisanat, donc il n'y a que la fonction résidentielle et domestique, et probablement que les activités artisanales sont rejetées hors de la plateforme, ou bien
le seigneur commence à acheter aux bourgeois d'Amiens, par exemple. Et puis on a, autre caractère important, une appréhension totale de la plateforme. C'est-à-dire c'est toute la plateforme qui a été refaite. Tandis qu'avant, dans les phases anciennes, on avait un bâtiment qui était abîmé, ben, on le remplaçait, mais on ne remplaçait pas le bâtiment d'à côté. Tandis que là, eh bien, on a vraiment conçu un projet global. Et enfin, je vous l'ai dit, on a une nouvelle organisation spatiale. Donc le donjon, pour ne pas perdre trop de temps, je ne vous parle pas trop du donjon, mais j'insiste beaucoup sur cette façon de construire. Alors là, vous avez ce qui est en marron, c'est le donjon roman, parce que toujours on est un peu embêté en archéologie. C'est le donjon roman, et tout ce qui est en orange, c'est le remaniement du donjon roman au XIVe siècle. Ils sont venus reconstruire là. Donc imaginez que pour savoir ce qu'il y avait en dessous, on a tout démonté. Je vous fais horreur, mais ça vous gagnera de l'argent au niveau de vos impôts. On n'aura pas besoin d'entretenir ce site. Et puis c'est mon métier, si vous voulez, de fouiller. Je fouille jusqu'au bout. Voilà. Et il ne faut pas me donner dans ces cas-là d'autorisation. Et donc, la présence, voilà, vous voyez, de ces dalles, ça donne quand même une idée. Et qui est, alors bien sûr, une idée, c'est une fonction pratique, je vous l'ai dit, technique, liée au sous-sol, mais il y a peut-être une volonté symbolique. Si vous lisez les romans de chevalerie, la littérature médiévale, souvent on qualifie la force d'un château parce que le château est bâti sur un roc. Il est bâti sur un roc. Bah là, être bâti sur un roc en Picardie, bon courage. Donc, ils l'ont créé ce roc, puisque ça, c'était visible en surface. C'était juste au niveau de la surface. Donc, on avait l'impression que ce donjon était construit sur un roc. Alors, voilà un petit peu... mais en tout cas, ce qui est important pour l'historien, parce que l'archéologie, ça sert à faire de l'histoire, c'est de montrer qu'à cette époque-là, la seigneurie est parfaitement organisée pour pouvoir monter ce genre de matériaux assez lourds. Et donc cette nouvelle résidence peut aisément, alors ça c'est intéressant, suivante, elle peut être aisément mise en relation avec les événements historiques. Je pense que la reconstruction du château est issue d'une instabilité politique dans cette période-là. On a notamment le Robert de Bove, le seigneur, qui revendique le titre comtal. Parce que si vous voulez, le seigneur de Bove, au début du XIIe siècle, c'est le même que le seigneur de Coucy. C'est le même. Enguerrand de Coucy, c'est Enguerrand de Bove. Et il était comte d'Amiens. Son fils, Thomas de Marle, était également comte d'Amiens. Mais bon, ça s'est assez mal passé avec le roi de France, les bourgeois d'Amiens et puis l'Église, et si bien qu'il a perdu son comté. Et Robert de Bove essaye de le récupérer avant 1146, et puis bon, ça échoue, et il va se mettre dans la vassalité, d'abord du comte de Flandre, puis du roi de France. Et donc, il va avoir la constitution d'une seigneurie châtelaine à partir de 1160. C'est-à-dire qu'on suppose qu'avant 1160, c'est plutôt entre guillemets, le seigneur de Bove, c'est plutôt un officier, un peu indépendant, mais un officier, tandis qu'à partir de 1160, on rentre vraiment dans le phénomène de la vassalité. Robert de Bove va d'abord se dire vassal du comte de Flandre, et après le siège par Philippe Auguste va rentrer dans la vassalité du roi de France. Donc là, il y a une combinaison entre la construction de ce château et la mise en place de ce qu'on appelle la seigneurie châtelaine. Enfin, la fin du XIVe siècle voit la construction suivante donc d'une résidence, d'une forteresse princière, par un nouveau lignage, la famille de Lorraine. En effet, la seigneurie de Bove, au début du XIVe siècle, passe par mariage à la famille de Lorraine, et cette famille va construire à la fin du XIVe siècle un nouvel ensemble castral qui se compose, vous voyez, d'une tour ici maîtresse qui est entièrement reconstruite, donc toute neuve, celle-là,
du remaniement de l'ancien donjon roman, ce que je vous ai dit, hein, et de la mise en place de tours de flanquement et de murs de courtine, donc probablement un espace central vide. Hein. Donc une organisation différente, et les caractères donc archéologiques de cette phase sont également bien individualisés, donc une autre organisation spatiale, ce que j'appelle moi une structure castrale périphérique, hein, l'ensemble des bâtiments se trouve en périphérie autour d'une cour centrale. On a également, on peut passer à l'autre photo, une rationalisation du traitement des matériaux avec les marques de hauteur d'assise. Systématiquement, toutes les constructions de cette époque, vous voyez, ont des marques, hein, des 2, hein, ou des 3, ou des 8, etc. Et ce sont des marques qui correspondent pour une commande de pierre à une certaine hauteur. Hein. Donc ça permet, hein, de travailler les pierres avant de les monter. Hein, avant de les monter sur la motte. Hein. Et donc de limiter bien sûr le transport de pondéreux. Et puis dernier aspect, l'apparence somptueuse, hein, de cet ensemble. Oui, c'est cassé, bon d'accord, c'est cassé, mais c'est joli. Et vous voyez, on est en plein mois de juillet, vers 2 h de l'après-midi, n'est-ce pas, hein, hein, mais il n'y a pas là encore l'arc-en-ciel, donc c'est qu'il n'a pas encore plu. Et la puissance des bâtiments, ça c'est la tour de flanquement nord-est. Alors vous voyez, c'est une tour pleine. Hein, c'est une tour pleine. Et vous voyez quand même que ça, c'est l'intérieur de la tour, parce que les pierres de parement ont été enlevées. Hein, donc c'est l'intérieur. C'est de la maçonnerie très dure. Et vous voyez que c'est construit par l'irrégulier et noyé dans un mortier de type romain. Hein, c'est un mortier à base de tuiles extrêmement résistant. Donc puissance quand même des bâtiments. Et la fonction résidentielle de la tour sud-est est manifeste, hein. On a des grandes baies, on a des latrines, et cette tour suivante, elle marque, vous voyez, c'est une photo du début du XXe siècle, hein. Ça n'a pas beaucoup bougé, donc on n'a pas trop détruit. Elle marque une volonté d'ostentation seigneuriale plus qu'une nécessité de protection. C'est vraiment un château d'apparat. Hein. Outre cette nouvelle tour, hein, donc voilà le résultat des fouilles, on a donc le donjon qui est profondément remanié, ne serait-ce que, vous voyez, on va mettre en place ici, dans toute la zone sud ici, hein, on va élargir, hein, toute la paroi sud, et puis on va brancher une tour de flanquement là. Donc de gros travaux qui réhabilitent l'ancien donjon, et donc, mais j'en parlerai pas plus longuement. Donc, la mise en relation avec les événements politiques et sociaux permet de trouver un contexte plausible à cette dernière grande reconstruction. C'est la compétition princière. Parce qu'au début des fouilles, on avait essayé de dater, hein, cette tour, et on a fait appel à des grands spécialistes. Et puis, ben, les grands spécialistes, soit c'était, bien sûr, c'est une tour 12e, bien sûr, c'est une tour 15e, enfin bon. Et moi, je me suis dit, si on construit un château comme ça, c'est que, 1, c'est qu'on en a besoin, et 2, c'est qu'on a l'argent pour le faire. Et donc, grâce au texte, grâce à l'histoire, j'ai trouvé une raison et des possibilités financières. En effet, en 1391, à la mort du duc de Lorraine, Boves est attribué à son fils cadet Ferry. Il est pauvre, comme tous les cadets, il faut plaindre les cadets de bonne famille, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et heureusement, en 1393, quand on est prince, on ne sait rien faire, donc pour avoir de l'argent, on se marie, et il épouse Marguerite. Et Marguerite, c'est pas n'importe qui, elle lui apporte la seigneurie de Joinville, et la seigneurie de Joinville, c'est vraiment le pactole. Et dans ces circonstances, il est possible que Ferry, disposant désormais d'importants revenus, ait voulu donner à son château de Bosse une puissance digne de son nouveau statut de prince. Et à la même époque, il ne faut pas oublier que le duc d'Orléans multipliait les fondations dans cette même région. Hein, la Ferté-Milon, par exemple, il construit la Ferté-Milon. Et pour Ferry, c'est une source d'inquiétude parce que Ferry se situe dans la mouvance bourguignonne. Or, on est au début, hein, de la fameuse lutte des Armagnacs et des Bourguignons. Donc il faut peut-être voir ce château un peu comme sorte de bureau politique, vous voyez, pour le RPR ou le PS, ils ont des vitrines. Bah, c'est un petit peu ça.
C'est un petit peu ça. Et autre chose importante, c'est qu'on note, on peut mettre la suivante, hein, c'est uniquement des illustrations. Vous voyez que là, c'est une vraie fouille avec des vrais fouilleurs, là. Hein, des fouilleurs libres, hein, c'est pas comme quand on fouille en Égypte. On note donc une profonde modification dans l'organisation spatiale qui privilégie maintenant la structure périphérique et un changement dans la manière de vivre, puisque l'habitation à l'horizontale du 12e, on habitait avec Lola très à l'horizontale, bien ici laisse place à une habitation à la verticale. Hein, c'est amusant. Et en tout cas, on y vivait bien, enfin du moins on n'y mourait pas. Les sources écrites indiquent le maintien du haut niveau résidentiel de ce château qui voit naître en vers 1425 Henri de Lorraine. Henri de Lorraine est né à Boves, et Henri de Lorraine, c'est pas n'importe qui, il est d'abord évêque de Thérouanne, puis prince-évêque de Metz. Hein, donc, si ce petit est né à Boves, c'est qu'il avait les capacités, hein, pour assurer sa bonne santé. Et donc, après une phase de militarisation du site liée aux troupes de la seconde moitié du XVIe, le château est démantelé, puis démonté, hein, dans le courant des XVIe, XVIIIe siècles. Donc voilà pour le château. J'ai respecté mon temps, hein, mais l'aventure continue avec la fouille exhaustive de la basse-cour. Pour revenir à cette affaire d'occupation vers la fin du 9e, début 10e, est-ce que selon vous, ça vous semble possible que des bandes normandes auraient pu utiliser ce site comme camp d'hivernage, puisqu'on sait qu'ils pratiquaient ça dans la région, et qui pourrait expliquer justement cette poterie en fait suédoise que vous nous avez présentée? Ah non, la poterie suédoise, elle est quand même postérieure, elle est de la première moitié 10e et c'est bien lié à l'occupation. Donc on n'a pas une occupation derrière. C'est toujours possible, hein. Simplement, moi je pense que c'est plus un site qui appartenait à une personnalité publique et qui a eu au départ, c'est un mouvement de construction, de fortification lié à une personne, à un représentant de l'autorité publique. Alors, mais le problème c'est qui est le représentant de l'autorité publique dans le pays d'Amiens? Le comte, c'est pas terrible, ça a l'air d'être l'évêque. C'est possible. Ça aurait pu être vacant à un moment de l'histoire. Enfin, oui, on ne peut pas le savoir, c'est ça en fait. Oui, c'est possible. Et il y a toujours, si vous voulez, la possibilité qu'on soit sur un site antérieur. C'est un peu le but de la recherche sur la plateforme. Bon, pour l'instant, ça ne va pas dans ce sens. Mais on a, si vous voulez, ici, là, vous avez ici, vous avez le fossé qui barre l'éperon. Et là, entre la première basse-cour et la deuxième basse-cour, il y a certainement un fossé ici. Et donc, on pourrait avoir une fortification lâche du début de l'époque carolingienne, au départ, du début. On verra ça dans quelques années. Mais on fouille, enfin, Richard fouille dans le Limousin un site où on a la certitude que c'est une petite motte, on va dire, un éperon comme ça, et le site est occupé dès l'époque du début de l'époque carolingienne, c'est-à-dire au 8e siècle. Donc on m'annonce que j'ai 10 minutes, donc ça va être... on va cavaler. Donc rapidement, après la synthèse brillante de 20 années de fouilles, après 3 ans de fouilles dans la basse-cour, ça va être beaucoup plus descriptif pour l'instant. Donc pour rappel, donc on vient de vous présenter un peu les résultats sur cette motte, qui est intégrée donc à cette première enceinte qui fait à peu près 5 hectares et qui comporte donc ce grand fossé, cette motte, la petite motte qu'on vous a indiquée, et 2 établissements monastiques, l'un qui se situait ici, qui était l'église Notre-Dame, que voici, passage sublime, Notre-Dame des Champs, donc jusqu'au début du 19e siècle, il y avait une paroisse en haut de Boves, église romane du XIIe, et un prieuré clunisien, donc Saint-Osbert, donc un vocable relativement ancien, carolingien, et ce prieuré qui s'installe entre la fin du XIe, début XIIe, dépendant de Lyon-Sancerre. Et donc, suivante, cette petite motte que je vous indiquais, qui est inclus maintenant dans le jardin du prieuré, qui lui est 17e, 18e. Bon.
Alors suivante, donc à partir de 2012, une première tranchée a été réalisée dans cette première enceinte qui, sur un plan archéologique, on dispose d'à peu près 3 hectares de terrain de jeu. Et cette première opération avait permis de révéler plusieurs structures en creux que vous avez ici, des aménagements à vocation artisanale et suivante, une voirie imposante de 5 mètres de large, ici, dans la basse-cour. Et l'ensemble de ces vestiges donc, couvrait une période allant du 10e au XVIIe siècle, donc à peu près les mêmes périodes vues sur la plateforme. Cette occupation dense et sans hiatus chronologique, préservée par d'importantes phases de remblaiement favorisant l'exhaussement du terrain et donc la préservation des données archéologiques, s'est confirmée depuis 2014 à travers donc, une fouille, cette fois-ci en aire ouverte, suivante. Voilà, donc fouille en aire ouverte, entamée depuis 2014, donc cette année on a fouillé au mois de juin. Alors, il faut signaler que cette fouille est rendue possible tout d'abord par un modus vivendi entre nous, les archéologues, et l'exploitant agricole, puisque la pâture, l'agriculteur en tire encore des revenus, donc sans son autorisation on ne pourrait pas poursuivre, et puisqu'on tape souvent, beaucoup actuellement dessus, grâce aux services publics, puisque le ministère de la Culture, de la Recherche, la région des Hauts-de-France, le département de la Somme finance, et il y a un apport logistique de l'Université de Picardie, et du CAMER, qui est l'association que préside Philippe Racinet. Et enfin, la dizaine de spécialistes, de bénévoles et la quinzaine d'étudiants par an qui viennent fouiller. C'est important de le rappeler. Donc la basse-cour est un élément prépondérant dans la description du château. Il n'existe pourtant pas de définition unique de ce lieu, difficile à appréhender à travers le temps. Sa genèse, la matérialisation de cet espace et l'évolution de sa fonction en lien avec les changements du rôle du château comme organe de pouvoir et de défense sont des thèmes de recherche peu illustrés par des données archéologiques. Alors, il se trouve donc qu'à Bove, on a donc d'une part l'assurance d'une bonne représentativité, puisque notre aire de jeu, je vous l'ai dit, fait 3 hectares, donc pour appréhender cet espace, et d'autre part, depuis 2012, on sait que la puissance stratigraphique, qui dépasse par endroits 1,50 m, porte à croire que le site conserve des informations à même de répondre aux questions précédemment évoquées. Alors, au-delà de la problématique historique qui envisage de comprendre le rôle de la basse-cour dans l'organisation militaire du site et sa part dans l'économie castrale globale du territoire castral cristallisé autour du château, la stratégie de fouille définit progressivement sa propre cohérence en fonction des résultats des 6 semaines de fouille par an. Il faut ainsi prendre en considération suivante les difficultés que l'on peut rencontrer, notamment l'épaisseur de remblais qui atteignent par endroits 3 mètres de haut, ou suivante la présence d'excavations très importantes. Également, là, on a à peu près 3 mètres de remblais qu'il est nécessaire d'évacuer et qui dépassent de beaucoup les moyens actuels de la fouille programmée. Donc, si une démarche pragmatique conduit à renseigner dans un premier temps des questions subsidiaires, il faudra attendre quelques années, voire quelques décennies, pour éclairer les principales questions qui justifient un tel programme. Donc, en l'occurrence suivante, notre première priorité dans les années qui viennent vont être d'éclaircir les relations stratigraphiques entre la Motte, la Levée Sud, le Grand Fossé et la Basse-Cour, en étudiant toute cette partie-là, donc à l'est de la Motte. Et grâce à la gentillesse de l'exploitant, on a actuellement une réserve archéologique de 3000 m² à peu près qui nous est réservée dans les années qui viennent. Chose assez rare en archéologie programmée. Alors je passe immédiatement à la présentation des résultats suivantes. Donc en l'absence, nous on n'a pas encore de dizaines et dizaines de C14 comme sur la haute cour. Donc actuellement on privilégie encore une chronologie volontairement vague entre période ancienne, 10e, 12e, plein Moyen-Âge, 13e, 14e, et période dite lorraine, comme on vous l'a présenté, fin 14e, 16e siècle. Il faudra attendre quelques années encore pour commencer à créer des phases qu'on vous a évoquées pour la haute cour, phase 2A, 2A, en sachant que nous, évidemment, notre démarche dans la basse cour va être de développer une chronologie indépendante au début de ce qui a été fait sur la mode, et la synthèse viendra d'ici quelques décennies. Donc, je commencerai par les vestiges tardo-médiévales, modernes. Donc, actuellement, ce qu'on comprend petit à petit, c'est que le secteur en contrebas à l'est de la Motte se comporte comme ici. Donc, vous avez le fossé qui se développe ici, défensif. On a, semble-t-il, une grande voirie qui se développe, et je vous ai montré une photo tout à l'heure de cette voirie
à cet endroit-là, qui se développe et qui vient contourner un espace vide de construction, c'est pour ça que j'ai marqué le mot court pour l'instant, et qui est limité donc d'un côté par la contre-escarpe avec un petit parapet, quelques bâtiments sur lesquels je reviendrai, une zone de bâtiments assez informe que l'état des vestiges ne permet pas vraiment de redessiner le plan des bâtiments, la voirie, et au nord de la voirie, probablement une cour limitée par une cuvette qui semble être une fosse de dépotoir, et un autre bâtiment suivant. Donc voilà cette voirie donc, qui est là, entourée de deux murs, de petits murets à cet endroit-là, quelques vagues bâtiments ici, l'importante maçonnerie de ce côté-là, la cour que je vous évoquais, la cuvette et les bâtiments qui se trouvent un petit peu plus à l'est. Suivante. Cette voirie, on l'a rencontrée cette année encore en 2016, c'est cette ligne de craie blanche que vous avez ici, qui est surmontée d'un petit liseré de terre noire qui évoque donc la circulation. Suivante. Et de même, à l'approche du Châtelet, donc le Châtelet se situait ici, vous avez une succession de radiers de craie qui est les traces de la voirie et de ses recharges successives. Suivante. Et alors là, c'est encore en cours d'étude, donc les photos sont vraiment pas sexy, mais au niveau du passage du fossé qui se situe ici, cette voirie, à la fin de son fonctionnement, vient passer sur les premiers remblais de fossé, ce qui indique une modification de la largeur du fossé à proximité du Châtelet. Suivante. Et cette modification, alors il a un peu cassé le mur, cette modification est liée à une mise en place d'une fortification dans le fossé. Donc vous avez ici un important mur de 9 mètres de large et un bloc de maçonnerie ici qui semble être une tour. La voirie est ici, donc ça ressemble fortement à une entrée dans un espace particulier. Cette maçonnerie, donc, elle n'est pas parallèle à la contre-escarpe du fossé, elle part de la contre-escarpe et va vers le centre, créant une sorte de goulot d'étranglement dans le fossé, le Châtelet étant à ce niveau-là. Suivante. Donc voilà une autre vue de cette maçonnerie fortifiée qui fonctionne comme une agrafe en fait, qui vient s'agrafer sur la contre-escarpe. Ce bloc de maçonnerie avec lequel on a ici une petite cheminée, donc un espace de vie. Alors si c'est pas une tour, en tout cas c'est un bâtiment de garde ou quelque chose comme ça. Suivante. Et donc au nord de la voirie, ce radier de craie damée, voire de moellon, qui constitue visiblement la préparation de sol d'une cour pavée. Suivante. Donc on va passer parce qu'on n'a pas le temps de l'évoquer. Voilà. Et alors si je me repère, voilà. Alors, un des phénomènes qu'on a pu constater assez rapidement, notamment à proximité de la contre-escarpe du fossé qui est ici, c'est par endroits des structures ici en creux qui sont du 10e, 11e, se retrouvant à la même hauteur altimétrique que des structures 14e, 16e. Et il y a eu probablement un effet d'arasement des structures au 14e, 15e, on ne sait pas encore trop, ce qui fait qu'en fouille, par endroits, on se retrouve à des niveaux altimétriques identiques entre des structures 10e, 11e et des structures 14e, voire 15e, 16e siècle. Et cette problématique, évidemment, soulève un certain nombre de questions et semble indiquer que pour une partie du secteur, nous avons perdu irrémédiablement tous les niveaux pour ces parties-là, notamment tous les niveaux du plein Moyen-Âge, 13e, 14e siècle. Suivante. Et en effet, dans des secteurs où le terrain forme des cuvettes, dans ces cuvettes-là, les niveaux 13e, 14e, on les retrouve. Le niveau d'arasement étant passé au-dessus. Les niveaux de craie sont ici. Donc, actuellement, pour la période du plein Moyen-Âge, pour le coup, les éléments semblent être beaucoup plus aléatoires au niveau de la conservation et on n'a aucun, on va dire, aucun schéma, en tout cas sur l'organisation spatiale. Pour le moment, on en est vraiment qu'au balbutiement. On n'a que des traces et on n'arrive pas pour l'instant à comprendre vraiment comment tout cela s'organise. Suivante. Donc, pour les périodes anciennes, je me dépêche,
on constate, et on l'a surtout constaté à partir de cette année, c'est que tous les niveaux anciens sont scellés, donc recouverts, par une terre grise qui est ici, voilà, qui vient sceller durablement et définitivement les structures antérieures suivantes. Ces structures antérieures, on va passer également, hop, on passe aussi, on repasse, voilà. Et donc les structures antérieures se présentent de cette manière suivante, c'est-à-dire une succession très dense de structures en creux qui actuellement, alors ça c'est une interprétation qui date que d'une semaine, ouais, on est en train vraiment de travailler sur le sujet, les différentes interprétations qui nous permettent aujourd'hui de déterminer un peu le schéma fonctionnel de tout cela. Alors, pour votre indication, on en est actuellement, évidemment, on ne fouille que là actuellement à la superficie de 1300 m² ouverts, mais on est sur des proportions de 3000 structures à l'hectare. Voilà. Donc si on fouille les 3 hectares, on va arriver à 9000 structures a priori au niveau statistique. Donc là actuellement, on a pour l'instant 145 poteaux ou fosses, on a une trentaine de silos, donc c'est les points verts, donc c'est des lieux de stockage de grains, et des fonds de cabane qui sont des bâtiments semi-excavés en bleu, ou des caves. Alors on passe. Donc on se rend compte que dans les phases vraiment très anciennes, on a une organisation surtout d'aires d'ensilage, donc de ces silos, qui visiblement sur un plan stratigraphique sont systématiquement antérieurs à toutes les structures qui se développent. Suivante. Et ces structures qui se développent dans un second temps sont des fonds de cabane. Et là, je ne l'ai pas indiqué parce qu'on a des espaces un peu modulables. C'est-à-dire que les silos semblent être remplacés par des fonds de cabane, mais il y a des zones comme celle-ci, que je n'ai pas indiquées, qui, elles, visiblement, conservent une seule et même fonction qui est un grand bâtiment. Suivant. Donc ces fonds de cabane, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ce sont des gros rectangles d'une profondeur de 80 cm à peu près. On est sur des superficies de entre 10 et 18 m². Et à l'intérieur, on a une multitude de fosses. Et quand c'est à peu près cohérent, comme ici, vous avez 3 fosses, on a l'indication de la présence de métiers à tisser. Donc des structures à vocation artisanale. Suivante. Et d'autres structures un petit peu plus compliquées. Donc la densité des vestiges fait que des fois on a des trous qui viennent recouper et désorganiser l'ensemble. Mais là, vous avez par exemple un trou poteau, qui est le poteau fêtier, qui, alors l'autre côté a été détruit, et à l'intérieur une multitude de petites fosses qui sont soit des fosses liées à des poteaux d'ancrage d'outillage en bois mobile, soit des fosses dépotoirs liées à l'activité artisanale à l'intérieur qui se développe. Suivante. On a aussi, et ça c'est très intéressant, un très grand bâtiment, pas plus vieux que milieu 11e, qui se développe ici, avec, alors ce n'est pas une couche d'incendie, mais c'est une couche d'occupation de terre noire, ce qui est exceptionnel de retrouver ce genre d'éléments dans une basse-cour, qui se développe sur 12 mètres de large et qui est actuellement reconnu sur 4 mètres. Donc les années qui vont venir, donc là on sait qu'on a la limite, donc il nous reste à fouiller ça et puis à poursuivre vers l'est. Donc ce grand bâtiment, dont la couche d'occupation fait 4 à 15 cm suivante, s'organise autour d'un foyer qui fait à peu près 1,20 m de diamètre et est délimité suivante soit par des murs de Solin dont on retrouve des vestiges, donc ce sont des empierrements en profondeur pour supporter des bâtiments, des élévations en matériaux légers, ou par des sablières suivantes, sablières qui sont ici. Voilà. Donc des traces très, très ténues, mais exceptionnelles de retrouver ce genre de choses. Suivantes. L'antériorité et l'ancienneté des vestiges est aussi prouvée par la situation de ces structures. Là, vous avez le fossé. Ici, une cave qui est en train d'apparaître en limite de contre-escarpe. Donc évidemment, cette cave ne peut pas fonctionner avec ce fossé. Et d'ailleurs, la paroi ouest de cette cave a été détruite. Et donc on a le fossé qui est daté milieu 10e. On sait maintenant, même si on n'a pas encore des C14, mais ça va arriver, qu'on a des structures antérieures au milieu du 10e et peut-être antérieures à la construction de la motte. Ça, on le verra plus tard. Suivante. Alors, au niveau du mobilier, et j'arrive quasiment à la fin, le mobilier actuellement qu'on retrouve est relativement aussi riche
que sur la haute cour, mais il faut faire attention, c'est pas forcément lié à l'activité économique et artisanale qui se développe dans la basse-cour, puisque les structures qu'on fouille dans la basse-cour, en tout cas les comblements, sont liés à l'étape de l'abandon des structures, et non pas à l'occupation et à la vie de ces structures. Et d'ailleurs, on commence à avoir des relations qui s'établissent au niveau du mobilier entre la basse-cour et la haute-cour. Des mobiliers relativement luxueux. Donc là, par exemple, on a des broches de tisserand qui sont ici. On trouve à peu près là, ce sont des éléments de tabletterie. Donc de l'os travaillé ou du bois de serre. Donc on en trouve une trentaine par an, par campagne à Boves. Suivante. Ces éléments scalpés peuvent être très importants. Par exemple là, alors je pensais que c'était un puits, mais en fait c'est un silo. Là vous avez le rebord de la contre-escarpe qui est ici, et qui est venu, lorsqu'ils ont construit ce fossé, ils sont venus recouper des structures. Alors on a des silos qui peuvent atteindre 4 mètres de profondeur. Hein. Voilà. Suivante. Donc autre silo, bon je passe, voilà. Et là encore sur les objets, ça, ces éléments-là, c'est pas des éléments qu'ont utilisé les gens qui vivaient dans la basse-cour. Parce que ce peigne-là, par exemple, à la double endenture, il n'y a que 2 exemples, un à Saint-Denis et un provenant du château Thierry. Donc ce sont des éléments très luxueux qui proviennent probablement, forcément, de la haute-cour. C'est une question qu'il faudra s'interroger sur les mouvements, le mouvement des déchets entre la haute-cour et la basse-cour. Suivante. Et voilà d'autres éléments, par exemple ce petit creuset ciselé où, alors la photo est un peu trouble, mais on vous a montré tout à l'heure un petit gobelet 10e en verre. On retrouve des éléments aussi dans la basse-cour, même typologie, même forme. Voilà, j'en ai fini très rapidement.